La SASL est une association pleine d'histoires et d'archives et de souvenirs. Donc la coiffe catalane, voilà, donc le propos est là. Donc un livre de 212 pages qui est sorti cette année sur cet accessoire de mode important pour notre territoire, puisque il y a des territoires où il y a des coiffes, notamment en Bretagne, et dans notre territoire il y a une coiffe, la coiffe catalane. Peut-être y avait-il des variantes, mais quand j'ai commencé mon étude sur la coiffe catalane, eh bien, les témoignages étaient très très peu fournis sur des différences qu'il aurait pu y avoir entre la coiffe de Port-Vendre, la coiffe catalane des Aspres, la coiffe catalane de Prades, du Conflent, etc. et celle de Perpignan, évidemment. Donc moi, je me suis vraiment intéressé à l'évolution de la coiffe, parce qu'on a l'impression que la coiffe catalane, elle a toujours été là, elle a toujours eu la même forme, et c'est absolument faux, puisque, comme tout accessoire de mode, la coiffe va subir les aléas de la mode, des modes, et va avoir aussi, au XXe siècle, d'autres significations. Donc je vais un peu vous montrer tout cela, avec d'abord en première partie une explication vraiment historique sur la longue durée. Pourquoi une coiffe catalane, d'où elle vient, comment ça apparaît. Qu'est-ce qu'une coiffe d'abord, qu'est-ce que cette coiffe catalane? Donc on va faire tout ça, on va essayer d'avoir le maximum d'informations. Je suis désolé, il y a beaucoup d'informations et beaucoup d'images, mais j'ai préféré qu'on ait vraiment quelque chose de complet sur ce que je vais vous raconter. Donc voilà, qu'est-ce que la coiffe catalane? Généralement, pour tout le monde, c'est la coiffe en tissu précieux, donc en dentelle, de forme similaire dans une aire géographique donnée. Généralement, on va dire le roussillon, dans son acceptation, on va dire générale, Roussillon, Val-Espire, Conflent, voire Fenouillède aussi, et jusqu'en Cerdagne éventuellement. En constante évolution en fonction de la mode, et elle est constituée de plusieurs éléments. Premier élément, alcoufette. Alcoufette, c'est la coiffe de propreté. C'est de propreté. C'est-à-dire, c'est la première coiffe que l'on va porter sur les cheveux. Puisque au XIXe siècle encore, eh bien, les cheveux ne se lavent pas régulièrement. Donc, il est d'usage de protéger la coiffe, on va dire, riche, noble, en tout cas de ces éléments en matériaux nobles, par cette petite coiffe de calicot. Alors, le calicot, c'est un coton très léger, et donc c'est une coiffe en une seule partie, on va dire, elle n'a pas plusieurs éléments, il n'y en a qu'une, c'est-à-dire c'est un bonnet cousu avec une passe. La passe, c'est l'élément sur le front, plat, et le bonnet, vous savez bien, donc c'est ce qui entoure le crâne, avec les cheveux à l'intérieur. Donc ici, nous avons une photo intéressante d'une mémé, d'une grand-mère, qui porte uniquement alcoufette. C'est pas embêté, hein. C'est simple, c'est pratique, et même c'est d'usage chez beaucoup de personnes la semaine. Ensuite, par-dessus, il y a une coiffe noire composée d'un bonnet noir, généralement de soie, taffetas de soie, et d'une passe. Donc, le bonnet porte un nom typiquement roussillonnais, il s'appelle une toupine. Une toupine venant de un toupi. Un toupi, c'est une poterie qui sert à réchauffer les aliments, généralement la soupe, qu'on met sur le feu, sur les braises. Et du coup, le toupi étant arrondi, il a cette forme noire
dû au feu incessant, puisqu'on va laisser le toupie tout le temps au bord du feu. Et du coup, le bonnet de la coiffe va prendre ce nom, la toupine. Et la passe va s'appeler la balde. Donc vous le voyez, tous ces éléments ont des lacets, notamment la toupine. Je pense, est-ce qu'on voit? Non, on ne voit pas passer ma souris. Bon. Donc au niveau de la nuque, il y a une coulisse. C'est-à-dire que le lacet de droite passe dans la coulisse et sort à gauche. Le lacet de gauche passe dans la coulisse et sort à droite. Et vous pouvez tirer, serrer et desserrer pour que ça tienne bien sur le crâne. Ensuite, la même chose, mais en dentelle, ou en tulle, ou en mousseline. Donc là, il s'agit d'une coiffe de deuil, puisqu'il n'y a aucune dentelle. Vous le voyez, c'est une coiffe, celle-ci, en tulle, avec les mêmes éléments, le bonnet coulissé sur la nuque, et la passe qui est séparée. Tout ça, c'est pas cousu, et ça se mettait à l'aide d'épingles. Ça se posait à l'aide d'épingles, et c'était généralement très bien amidonné. Ça tenait tout seul, quoi. C'était pas mou. C'était bien dur. Et autre caractéristique, c'est que les coiffes catalanes, eh bien, elles partent de traviole. Non, elles sont en biais. C'est-à-dire que le motif, si ce sont des bandes ou si ce sont des broderies, sur le bonnet, généralement, elles partent à 45 degrés vers le haut. Normalement. Évidemment, on va trouver des variantes avec le contraire, qui sont beaucoup plus rares. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est la fantaisie, forcément. Donc là, vous voyez très bien que toutes ces coiffes ont des motifs qui partent vers le haut à 45 degrés, alors que dans toutes les autres régions de France, généralement, les motifs vont être plutôt à la verticale. Voilà un petit peu la différenciation aussi de la coiffe catalane par rapport à ce motif. Après, évidemment, on a porté beaucoup de coiffes différentes et autres que la coiffe catalane. Notamment les coiffes des âges de la vie. On va voir les coiffes des enfants, des bébés, généralement, puisque les bébés ont sur la tête des bonnets, des coiffes, plus ou moins riches selon les familles. Et quelquefois, donc, nous avons les photographies du 19e siècle nous montrant ces enfants sur les genoux, non pas de la maman, mais de la nourrice. Puisque la photographie, quand elle apparaît, eh bien, s'en emparent les classes bourgeoises du Roussillon. Et donc, elle garde le souvenir de l'enfant. Mais pour tenir l'enfant sage sur la photo, il faut que la nourrice s'en occupe. Donc, c'est très bien, la nourrice apparaît sur ces photos, mais normalement, elle n'aurait pas dû y être, si l'enfant avait été plus grand. Et à droite, vous voyez que c'est certainement, cette fois-ci, la maman. Autre coiffe, évidemment, plus on arrive vers le XXe siècle, plus ces coiffes sont assez rigolotes et étonnantes. Donc là, on est dans la belle époque. Ensuite, vous allez me dire, à quel âge prend-on la coiffe? La coiffe, celle que portent les mamans. Eh bien, bonne question. Ça a été difficile à trouver. Je ne l'ai trouvé que dans une poésie des années 1910, où le poète nous indique qu'à 13 ans, eh bien, la jeune fille pouvait se prévaloir de porter la coiffe. Bon, 13 ans, ça paraît normal. Âge de puberté, etc. Donc vous avez une jeune fille portant la coiffe catalane, et à côté, vous avez une carte postale, une série de cartes postales qui représentent un peu toutes les régions de France. Et celle-ci est assez rigolote puisqu'elle représente des Catalans, des Roussillonnais. Et évidemment, vous avez les petites filles
l'après-midi qui ne savent pas quoi faire, donc elles vont se mettre la coiffe de maman, et le petit garçon qui va demander à son père, ou plutôt son grand-père, hein, de porter la baratine. Bon, c'est un petit peu folklorique tout ça, mais c'est intéressant. Et puis évidemment, la semaine, les travailleuses portent la coiffe de travail, c'est-à-dire une coiffe en coton épais, quelquefois avec un tissage, hein, qui montre des motifs, souvent avec des festons au niveau du tour, hein, du fond, enfin du bout de la passe. Donc ces coiffes de travail, évidemment, concernent les personnes du peuple, les femmes du peuple. Vous allez en voir une ici, représentée par le peintre Guiraud. Guiraud qui a été conservateur du musée Rigaud et qui nous a laissé une série d'aquarelles, et notamment celle-ci, qui représente une roussillonnaise, une jeune femme, bien brune, vous le remarquerez, qui est en train de tailler le lin ou le chanvre. Donc, on utilise une espèce de meuble, hein, une espèce de meuble en bois, avec des couteaux de bois, enfin des sortes de lames de bois, qui permettent justement de hacher, en quelque sorte, le lin ou le chanvre, de manière à l'effilocher et à ne conserver ensuite que la partie noble qui va devenir le fil. Donc on passe de la coiffe de travail à l'extrême coiffe riche et précieuse, celle qu'on va payer un certain prix chez la modiste, au magasin de mode de la ville, du bourg ou du village, c'est la coiffe de mariage. Alors celle-ci, elle est des plus précieuses. Et ici, vous avez donc un mariage en Val-Espire. Très intéressant puisque les femmes sont en 1900, costume belle époque, et vous le voyez, les coiffes commencent presque à disparaître, tellement elles ont les cheveux bien hauts sur la tête, et la coiffe qui part en arrière. Très en arrière, on ne la remarque qu'au niveau de la nuque. Et les mariés, on les cherche. Hein. Les mariés, ils sont au milieu, évidemment, assis, et la mariée, très certainement, en noir. Tradition de la belle époque en Roussillon. La coiffe de deuil, c'est la même coiffe que la coiffe, on va dire, en dentelle, sauf que la coiffe de deuil, évidemment, est en tulle, en mousseline, en gaze, et n'a aucune fioriture, puisqu'on est en deuil, donc il faut le montrer. Vous savez que dans les sociétés traditionnelles, on portait le deuil de nombreux mois, voire des années, donc il fallait bien montrer qu'on était en deuil grâce à cet artifice, hein, pouvoir conserver la coiffe, mais une coiffe des plus simples. Donc sur la gauche, vous avez une femme en coiffe de deuil des années 1870. Donc vous voyez, la forme est légèrement différente de celle de droite, qui est des années 30, 1930. Donc, qu'en est la coiffe catalane? Difficile à dire. Alors, moi je suis toujours à la recherche de l'iconographie pour essayer de comprendre, de savoir qui le premier a pu nous dessiner, nous peindre ce qui pourrait ressembler à la première ou le premier modèle de coiffe catalane. Et donc on va avoir un peintre très intéressant qui va s'intéresser aux gens du peuple. Ce peintre s'appelle Jacques Gamelin. Jacques Gamelin va venir à Perpignan, il est natif de Carcassonne, il est professeur ou directeur de l'école de dessin de Montpellier, il vit à Narbonne à l'époque et il vient à Perpignan à l'appel des chanoines de la cathédrale pour peindre les
mur de la chapelle de la Conception de la cathédrale, donc la chapelle de l'Immaculée Conception. Évidemment, on y met du temps, on va loger chez l'habitant, et quelquefois, on se lie d'amitié avec les habitants, et on va les dessiner, on va les peindre, pour leur laisser un petit cadeau, un gage d'amitié. Et donc nous avons ces deux femmes, dont une s'appelle la Perpignanaise, celle de gauche, qui est exposée au musée de Carcassonne, musée des Beaux-Arts, et celle de droite, qui est Madame Pradal, qui est encore en collection privée ici à Perpignan, et qui est en train d'allaiter son enfant. Donc vous voyez que ce prototype n'est pas tout à fait celui qu'on connaît aujourd'hui, qu'on idéalise. La coiffe catalane, c'est pas ça. On n'a jamais vu les grands-mères, les arrière-grands-mères avoir ce nœud en haut de la coiffe, par exemple. Ce nœud de ruban. Et pourtant, c'est là que ça commence. Vous voyez aussi que la passe va très bas. Elle tombe sur les épaules, de part et d'autre du visage. On va retrouver ces coiffes assez imposantes avec ce tableau qui a été gravé en 1871 par un graveur qui s'appelle Urabieta, le tableau ayant été présenté à l'Union centrale des arts décoratifs à Paris. Il va servir aussi de modèle dans le Raciné. Le Raciné, c'est un ouvrage sur les costumes du XVIIIe siècle par M. Raciné, paru à cette époque. Donc, nous avons très certainement au milieu Jacques Gamelin jouant du violon et les Morin, puisqu'ils étaient deux frères qui travaillaient dans l'atelier de Jacques Gamelin, Jacques et Pierre Morin, qui vont, eux, s'installer, prendre racine à Perpignan. Autre témoignage assez émouvant, puisque là on a vraiment quelque chose de très intéressant, ce sont là aussi, c'est peut-être des Gamelin, c'est peut-être des peintures de Morin. En tout cas, celui de gauche n'est pas signé, c'est un tableau. Il représente Élisabeth Campagnac, épouse Michel, née à la paroisse Saint-Jean de Perpignan en 1754. Donc elle est peinte en 1800. Vous voyez qu'elle porte une coiffe d'ici. Elle porte la coiffe catalane du moment, à la mode de son temps. Donc ces coiffes catalanes, les passes tombent sur les épaules et elles sont ornementées d'un nœud sur le front. Et sur la gauche, sur la droite par contre, vous avez là un dessin signé Morin, cette fois-ci, avec le même prototype de coiffe et un peu le même modèle que la miniature de Gamelin précédente, avec cette femme allaitant. Ensuite, au début du XIXe siècle, la coiffe va commencer son évolution. Son évolution, c'est ce que nous apprend Horace Chauvet, qui était l'un des premiers à écrire un grand article sur la coiffe catalane dans les années 1900, où il va écrire des choses très intéressantes et aussi quelque chose d'assez étonnant et que tout le monde va colporter bêtement, en disant que la coiffe catalane était de Saint-Paul de Fenouillet, donc ce n'était pas du tout catalan. Donc voilà son interprétation de la chose. Donc je la dément. Et par contre, il nous parle de la mise en place du galette. Alors qu'est-ce que c'est que ce galette? Le galette, c'est le fait que la passe rebique sur l'oreille pour la laisser apparaître. La coiffe donc change d'aspect et nous avons donc une coiffe qui va devenir plus petite et souvent sur les portraits on va voir apparaître le galette avec une sorte de triangle de dentelle de part et d'autre des oreilles puisque en fait ça prend un tournant, un volume sur l'oreille. Voilà d'autres exemples de personnes en coiffe catalane. Ici, nous sommes en 1816 à Consolation, donc à Collioure. Quelques années auparavant, on nous représentait l'ermitage de Consolation avec des catalanes dansant, les danses catalanes, évidemment, avec des résilles sur la tête. Eh bien, vous voyez qu'en quelques années, la résille va être détrônée par la coiffe blanche, la coiffe en dentelle ou en broderie,
puisque vous voyez donc la personne qui sert à boire aux édiles venus de Perpignan, puisque très certainement on peut reconnaître le maire de l'époque de Perpignan, M. Delhomme-Ripoll, et derrière vous avez une ronde de gens du peuple. Ben, toutes les femmes portent la coiffe. Il n'y a plus du tout de résille. Autre lithographie intéressante, c'est celle d'Engelmann, un des inventeurs de la lithographie, qui va être à Perpignan dans ces années-là, dans les années 1820. Et on va voir donc évidemment la représentation des danses catalanes, du fameux so roussillonné des danses catalanes, al ball. Et ces femmes portent la coiffe catalane, la coiffe blanche. Donc vous voyez, ces seaux étaient extrêmement gracieux, pas forcément, ça dépend comment on s'y prenait, pour soulever sa cavalière. Évidemment, on ne la soulevait pas pendant des heures, hein. Ça faisait hop, hop, hein, le temps que la musique fasse son petit effet. Et évidemment, vous avez ici, voilà, vous avez ici le fameux seau à 4, où les jeunes filles, à 4, à 6, à 8, où les jeunes filles vont tenter de se faire un bisou une fois qu'elles sont en haut, avant d'être redescendues. Donc, en 1820, autre mode à nouveau. 1820-1830, la mode, en France en général, pour les femmes, au niveau de la coiffure, c'est le chignon. Un chignon natté et arrêté avec un peigne. Donc ça prend de l'ampleur. Donc évidemment, les femmes roussillonnaises vont s'y mettre. Il n'y a pas de raison. Mais il faut quand même porter la coiffe. Donc la coiffe va s'adapter, elle aussi, à ces chignons. Ce qui veut certainement dire aussi qu'elle porte la coiffe ou elle ne la porte pas à certains moments de la journée. Sinon, si elle portait la coiffe tout le temps, du matin au soir, est-ce que ça vaut le coup de se faire ce chignon avec le peigne, etc. Je ne sais pas. En tout cas, nous avons des lithographies d'Alphonse Baillot qui nous montrent ces coiffes très hautes au niveau du bonnet. Elles vont être vraiment démesurées à ce niveau-là. Et c'est l'époque, évidemment, des fameuses grisettes qu'on va retrouver un petit peu dans toutes les villes de France. Les grisettes, on en connaît à Montpellier, on en connaît à Niort, mais elles ont existé aussi à Perpignan. Les grisettes de Perpignan, donc ce sont ces jeunes filles qui travaillaient dans des ateliers pour coudre, pour repriser, pour faire des chapeaux, pour faire des coiffes, pour repasser, etc. Et ces jeunes filles venant des villages alentours, eh bien, étaient un peu esselées, d'où ce surnom un peu vulgaire ensuite de grisette qui s'est popularisé au XIXe siècle dans la littérature comme des jeunes filles un petit peu faciles. Évidemment, les grisettes, c'est plutôt des jeunes filles à plaindre, puisque, évidemment, vous êtes entre copines, et le dimanche, vous allez donc fastéger au platane, à la promenade des platanes, avec les garçons. Et évidemment, à cette époque-là, il peut se passer un grand malheur, en général, quand eh bien, un enfant est prévu. Sauf qu'il est prévu, mais il n'est pas accepté par le garçon. Donc, forcément, ces jeunes filles se retrouvent un petit peu esselées et avec beaucoup de difficultés. Donc, la coiffe, vous le voyez, la coiffe des années 1820-1830, elle a une passe très large. Très large, qui forme quasiment une visière. C'est-à-dire que le visage est à l'intérieur de la coiffe. La tête est à l'intérieur. On le voit bien sur ce médaillon de David d'Angers, représentant Marie Arago, la mère de François Arago, de
ses frères, avec cette coiffe en deux parties au niveau de la passe. La partie en tissu, similaire avec le tissu certainement du bonnet, et on y a cousu donc une large dentelle. Vous voyez, donc il y a vraiment deux parties au niveau de cette passe, là on le voit très bien. Et on va retrouver aussi, hop, ici, avec un personnage hollandais qui vient en cure à Amélie-les-Bains et qui va dessiner des catalanes aussi, du Val-Espire, puisqu'évidemment en cure, ben, on a les après-midi libres, donc on va se balader, on va faire du tourisme. Et Horace Icama, étant peintre, lui, il va dessiner les Catalans qu'il voit. Et ici, nous avons donc la danse à Morellas, le jour de la Festa Major, avec les jeunes filles qui attendent leur tour et celles qui participent à la danse, menée par le cadre de danse avec ses almourachs. Les almourachs, ce sont des sortes de carafons en verre soufflé avec 4 petits orifices, de manière à y mettre de l'eau de rose pour asperger les danseuses, mais aussi le public. Chose assez intéressante. Alors on arrive vers les années 1840-45 avec un peintre peu connu, mais il a laissé quelques signatures sur des portraits, Michel Puig. Michel Puig qui nous laisse ce portrait de Catalane très très intéressant, puisque c'est un des rares portraits où la Catalane elle est de face. Et là vous voyez bien que Algalette nous est bien indiqué avec ces triangles qu'elles ont sur les oreilles. Au niveau des oreilles, on voit bien l'arrondi que va prendre la passe en faisant Algalette. Évidemment, le châle en cachemire, carré, noir pour les femmes mariées, blanc pour les jeunes femmes non mariées. Là, nous avons dans la même collection, puisque ces deux portraits sont conservés à la Casa Pairal, on a certainement la mère et la fille. Donc là aussi, si ce n'est pas signé Michel Puig, on peut imaginer que c'est de Michel Puig. Et vous avez donc cette coiffe à passe très large qui forme visière, on le voit très bien, avec l'ombre sur le front. Vous voyez l'ombre, puisque la passe eh bien, n'est pas posée au niveau des cheveux, mais elle va entourer vraiment le visage. Autre évolution, ça ne cesse d'évoluer, hein, vous allez le voir. Les coiffes parées, donc ça c'est sous Napoléon III. Et ces coiffes parées, elles ne vont pas apparaître en 1850, elles ne seront plus là en 1870. On les voit apparaître entre 1860 et 1865. Alors qu'est-ce qu'une coiffe parée? Je vais vous le montrer. Donc ici nous avons un daguerréotype qui est conservé aux archives départementales. Donc on est sous l'époque Napoléon III. Vous imaginez quand même, vu l'arrondi de la passe, qu'elle doit être très bien amidonnée elle aussi. Donc ces passes, quand elles ont conservé l'amidon, elles sont quasiment cartonnées. Donc là commence à apparaître la coiffe parée, c'est-à-dire qu'à l'arrière de la passe, au niveau de la nuque, il y a un élément qui va passer de part et d'autre. Donc vous allez mieux voir ça avec les portraits d'Urbain Viguier, pardon, voilà. Donc Urbain Viguier qui nous représente cette dame avec la coiffe parée. Alors c'est jamais la même chose qui apparaît comme un élément supplémentaire à la coiffe catalane. Cet élément supplémentaire, vous le voyez, il devait s'attacher à la nuque, épinglé peut-être, et en général il remonte de part et d'autre. Donc, je vous ai mis à côté une photographie, ce n'est pas la même personne, mais vous voyez à quoi, enfin, la physionomie
des dames de cette époque, sous Napoléon III. La catalane porte donc un habillement avec crinoline. Et si elle n'a pas les moyens de se payer une crinoline, elle va porter un maximum de jupons, pour faire comme si elle avait une crinoline. Autre coiffe parée, vous le voyez, on dirait une sorte de nœud papillon à l'arrière. Donc là, il s'agit de Marie Jobe, J-O-B-E, donc un nom de Rivesaltes, les familles Jobe, c'est vraiment natif de Rivesaltes. Marie Jobe, dont le mari, Monsieur Jobe, était le directeur de l'Alcazar de Perpignan, aux Passerelles. Elle a 25 ans sur cette peinture. Deux autres coiffes parées, Madame Charpentier, à gauche. Donc vous voyez que ça monte haut, cette fois-ci, de part et d'autre. Et une autre jeune fille, avec là aussi quelque chose. On n'a pas évidemment retrouvé pour l'instant ce que c'était. On ne nous a pas facilité la tâche. En tout cas, on ne me l'a pas facilité, puisque, évidemment, quand vous trouvez des coiffes catalanes à la brocante ou dans les vides-greniers, forcément, il n'y a pas des étiquettes disant ça faisait partie de la coiffe catalane et ça allait à tel endroit, etc. Et ces éléments ont complètement disparu en fait. On ne sait pas trop comment ça fonctionnait. Et évidemment, on va aller jusqu'à des extrémités avec carrément des plumes d'autruche pour parer la coiffe catalane. C'est assez étrange. Ici, Espérance Polge, avec elle aussi une coiffe parée, puisque vous voyez qu'il y a quelque chose supplémentaire en dessous de la coiffe. Et Espérance Polge vivait à Prades avec son mari, qui était le peintre qui a peint les voûtes de l'église de Prades. Enfin, on arrive à la forme finale, celle que on a communément tous à l'esprit pour qualifier ce qu'est une coiffe catalane. Voilà, donc ici nous sommes en 1875, la mode a changé, on ne porte plus la crinoline, on porte des robes à tournure, à queue d'écrevisse, avec un faux cul. Et vous voyez ces jeunes filles de la bourgeoisie perpignanaise, probablement bourgeoisie commerçante, porter encore la coiffe, mais plus du tout d'éléments du costume traditionnel. Alors, ici, je passe parce que c'est une erreur. Voilà. Voilà d'autres femmes de l'époque 1900, cette fois-ci, la belle époque, avec, comme je vous le disais, la coiffure qui prend le dessus sur la coiffe. Toutes ces femmes ont des coiffures assez imposantes sur le haut du crâne, et du coup la coiffe part vraiment en arrière. Enfin, un autre portrait nous montrant vraiment le prototype que tout le monde connaît de la coiffe catalane. C'est ce portrait très beau d'une roussillonnaise de Port-Vendre, peint en 1907, je crois, c'est marqué sur le tableau, on ne voit pas très bien, par Louis Delfaux. Louis Delfaux, un grand peintre roussillonné. Et je vous ai mis aussi une photo assez rigolote, celle-ci, moi que j'aime beaucoup, où l'on voit une catalane, un peu en retrait par rapport aux hommes, et admirant des éléphants à Perpignan. Un cirque est venu à Perpignan, il y avait des éléphants, et on va voir ces curiosités. Et on voit très bien donc comment est portée la coiffe catalane, puisque là on a non pas une personne de face, mais presque de dos. Alors, pour aller vite, on va parler de la fin des coiffes catalanes. C'est très bien indiqué dans cet article des années 20, 29, 30, dans l'Indépendant, je crois. La coiffe catalane était déjà bien compromise
et la mode en est de plus en plus abandonnée. Donc petit à petit, vous voyez, après la guerre de 14, c'est la fin de la coiffe, l'abandon, mais on apprend qu'un décret, passé le 23 avril, prohibant l'importation en France d'un certain nombre d'articles dits de luxe, de fantaisie ou non indispensables, vient de lui donner le coup mortel. Donc ça, c'est très intéressant. Ça veut dire qu'en fait, nous avons un protectionnisme aigu dans les années 30 en France et un certain nombre de lois, de décrets qui vont interdire l'importation des choses futiles venant de l'étranger. Ça veut bien dire aussi que toutes ces coiffes étaient faites avec des dentelles qui venaient des Flandres, qui venaient de Belgique. Et c'est pour cela qu'on nous dit qu'en fait, c'est la mort de la coiffe. Là, c'est vraiment, on ne peut plus refaire des coiffes, on ne peut plus les fabriquer, puisque ces dentelles ne peuvent plus venir. Une fois que les stocks seront épuisés, on ne pourra plus refaire des coiffes. Très intéressant. Voilà à quoi ressemblaient nos jeunes filles, nos jeunes roussillonnaises dans les années 20. Donc là aussi, la mode a complètement changé. On est vraiment dans une fête de village, une fête dans les années 20-25, après la guerre de 14. Célébration évidemment des poilus, les fêtes sont aussi le moyen de montrer justement sa catalanité, puisque ces jeunes filles sont habillées à la mode, mais elles ont porté exceptionnellement la coiffe. Le châle, quelquefois un tablier, là, pas vraiment, et probablement, j'ose imaginer qu'on est presque à la fin ou au début de danse traditionnelles qui se dansaient dans les villages du Roussillon, comme le bail de Comfits, par exemple, le bail de les Couinères, etc. Puisque ces jeunes filles portent toutes une espèce de corbeille. Je ne sais pas si vous le voyez, ou un rameuillette, on ne sait pas trop ce que c'est, mais en tout cas, elles portent à la main toutes la même chose. Et enfin, on va arriver à la finale, l'indépendant, 1948, ou 58 je crois, 58. La coiffe catalane est devenue une parure d'exception. Voilà, donc on est à Argelès et on a l'une des dernières grand-mères portant encore la coiffe. Et ça devient quelque chose d'étrange. Tellement étrange qu'on va mettre la photo dans l'Indépendant. Voilà un petit peu l'histoire de la coiffe catalane. Et ça montre bien justement que cette coiffe catalane ne va durer que l'espace d'une 150-200 ans, grand maximum. Donc les thèmes explorés dans l'ouvrage sont très nombreux et variés pour ceux qui ont déjà lu le livre. Alors je vous parlerai d'un thème qui m'a particulièrement étonné, c'est celui du carnaval. Je l'intitulerai « L'autre vie de la coiffe ». Donc vous voyez ici un char de carnaval en 1880 à peu près. Char de carnaval avec des catalanes. Le char est tracté par des bœufs. Et nous avons là, étonnamment, donc, des jeunes filles, des femmes, des hommes habillés en catalan, plutôt donc folklorique déjà à l'époque, puisque c'est pas un costume, les gens sont catalans, ils s'habillent à la mode du moment. Là, ils s'habillent, ils se représentent en catalan, c'est pas pareil. Vous voyez, la différenciation entre le costume usuel et le folklore, c'est ça. Hein. Et vous le voyez aussi, il y a donc une sorte de matrone en haut du char. Alors là, c'est pas une reine de beauté, c'est plutôt une matrone qui est mise en valeur. Je ne sais pas pourquoi. Là aussi, il nous manque beaucoup d'explications sur ces rituels
et notamment ces rituels de carnaval, puisque on ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils ont voulu nous dire. Et la coiffe va apparaître justement dans le carnaval, et moi ça m'a beaucoup étonné, parce que je me dis, bon, quand même, la coiffe, c'est la femme honnête, c'est un insigne de vertu, alors que le carnaval, c'est le contraire. C'est l'inversement des valeurs, et beaucoup de gens, notamment dans le journal conservateur, Le Roussillon, s'émeuvent de ces femmes qui vont au carnaval et qui se mêlent avec les demi-mondaines et autres personnages féminins de la ville infréquentables. Et le carnaval de Perpignan va être érigé comme un grand spectacle, comme quelque chose, un événement touristique qui devait surpasser ou être l'égal du carnaval de Nice. C'est pour ça qu'en 1896, nous avons des carnavals qui deviennent à partir de ce moment-là des carnavals avec des affiches qui nous montrent bien qu'il y a des cavalcades, qu'il y a des trains dits de plaisir, c'est-à-dire à tarif réduit, pour venir à Perpignan, pour amener du monde, etc. Donc il faut que ce carnaval soit attractif, et dans la première affiche, vous le voyez, l'attractivité, c'est la Catalane avec sa coiffe. Et des personnages qui s'amusent, mais ils sont plutôt en dessous. Ensuite, on a 97, et là, on va voir apparaître deux personnages très intéressants qu'on va retrouver ensuite en 1910 avec le fameux Raymond Sudre. Donc, ces personnages, ils sont, vous le voyez, en bas à droite, et c'est la Catalane qui lance des confettis et des... Comment on appelle ça? Des serpentins, voilà. Et le Catalan de l'Estudiantine, qui commence à apparaître comme une vraie figure du Catalan. Ces Estudiantines, notamment Péprats en a fondé une, donc il y en avait un peu dans tous les bourgs, à Céré, à Prades, Perpignan évidemment avait son Estudiantine, c'est-à-dire les jeunes hommes de la bourgeoisie habillés en catalan, baratines, habits de velours, et qui jouaient comme un orchestre à plectre, c'est-à-dire ils jouaient de la guitare, de la mandoline, les airs catalans. Donc d'autres affiches du carnaval où l'on voit apparaître toujours, ici ou là, donc cette catalane, cette coiffe, et évidemment, on n'imagine pas l'emblème de vertu ici, notamment dans celle de 1900, avec les mollets, avec le grand décolleté, le corset, les bras nus. Le carnaval de 1906, là aussi, c'est vraiment, c'est la belle époque, c'est la danse furieuse, sous les platanes évidemment, avec cette catalane qui est en premier plan. Donc le carnaval, ça va être un moment, effectivement, où des jeunes filles de la bourgeoisie, on va voir ça dans une nouvelle qui est très bien justement, et qui m'a éclairé sur ce fait-là. Les jeunes filles de la bourgeoisie participaient au carnaval et s'habillaient en catalane. En catalane dit des siècles précédents, voire du XVIIIe siècle. Pourquoi pas? Dans un imaginaire, c'est jamais très précis, mais en tout cas, si elles le font, c'est pour se libérer justement de ces contraintes du costume et de l'apparence. De l'apparence, parce qu'en 1900, c'est le corset, et c'est la jupe longue jusqu'en bas. Et pendant le carnaval, elles peuvent se libérer de tout cela, et on ne leur dit rien. C'est-à-dire qu'elles mettent des jupons courts, et elles peuvent apparaître en corset, etc. Donc, et sans être vulgaires, elles ont un espace de liberté à ce moment-là qui leur est acquis. Mais la nouvelle justement de Dacre est très intéressante parce que c'est la jeune fille qui explique au garçon parisien qui est venu et qui s'est amouraché d'elle et qui ne comprenait pas si c'était la même fille.
tellement, d'un côté, elle était prude, en costume 1900, et de l'autre côté, quand il la voit au carnaval de Céré, waouh! Évidemment, il tombe plutôt amoureux de la version carnaval de Céré. Et évidemment, ce carnaval, on l'a ici à Perpignan, avec la bataille de Fleurs, la promenade des platanes de Perpignan. Et vous le voyez donc, on a toujours des Catalanes en coiffe. Et encore aujourd'hui, si vous allez à la fête de l'ours à Saint-Laurent-de-Cerdan ou à Pras de Molló, vous verrez bien quelqu'un, une dame, porter une coiffe catalane. Parce que c'est vraiment récurrent. Alors il y a eu aussi une affaire des reines de carnaval, puisque vous le savez, notre territoire donc perd ses valeurs à cause du progrès, on est en 1900-1910, et les intellectuels s'en émeuvent. Les intellectuels, et notamment Jean Hamad, s'en émeuvent tant et si bien que quand le comité des fêtes du carnaval de Perpignan veut élire une reine du carnaval, eh bien, tout le courant régionaliste demande au comité des fêtes que cette reine porte la coiffe. Eh bien, c'était pas si simple. Et ils n'ont pas gagné. Ils n'ont pas gagné. Puisque vous le voyez, les reines de carnaval ne portent pas la coiffe. Alors là aussi, pourquoi? Ça paraissait tellement évident qu'on fasse porter la coiffe à la reine du carnaval en 1910, pour moi. Béotien et puis habitant du 21e siècle. Alors je me suis posé la question, effectivement, je me suis demandé, mais pourquoi? Pourquoi donc? Eh bien, je pense qu'en fait, le comité du carnaval de Perpignan était de tendance républicaine, que les régionalistes étaient de tendance conservatrice. Et répondre favorablement à une demande des conservateurs, ce n'était pas possible, idéologiquement parlant. Et c'est pour cela qu'on a cette coupure aussi de la coiffe catalane. C'est malheureux, mais ici, c'est pas comme en Provence, où Frédéric Mistral a réussi à remettre en place toutes les choses, à conserver les costumes, les coiffes, les rubans et tout ça. Ici, c'est vraiment c'est la guerre. Et notamment avec la séparation de l'Église et de l'État, ils ont passé... Ils se sont vraiment acharnés les uns contre les autres, d'un côté autant que de l'autre. Voilà. Et évidemment, on va aussi avoir, pendant tout le XXe siècle, ces enfants habillés en catalan pour le carnaval. Ça, c'est récurrent aussi, c'est fait partie de notre culture. Alors, une petite fille, une photo colorisée des années 1925, et plus récente, donc un petit couple d'enfants dans les années 1960 peut-être. Autre thème, folklore et publicité. C'est intéressant aussi puisque la coiffe, quoi de mieux que la coiffe du pays pour représenter le pays quand on veut vendre du terroir, du produit de terroir. Et donc vous voyez que Bir, il faut vraiment chercher, il n'y a pas beaucoup de publicités de Bir qui représentent des femmes en coiffe catalane, et généralement elles apparaissent en 1937. Pourquoi? Parce qu'en 1937, c'est l'exposition internationale à Paris, et Bir a un stand, et évidemment les jeunes filles du stand sont habillées en catalane, en roussillonnaise, avec la coiffe. Évidemment, quand on s'appelle la catalane et qu'on fait des conserves, la catalane, c'est la fameuse entreprise Ville-sur-Tête, mais il y a d'autres exemples. Donc on va voir la marque, vous le voyez, c'est cet ovale avec
la catalane, bien représentée. Trille, évidemment. On vend du vin apéritif. Et on va le vendre avec ceux qui font le vin. En tout cas, on va les représenter parce que c'est vraiment un produit de terroir avec monsieur et madame du terroir habillés en catalan. Là, on est dans les années 30. Et on va voir justement la catalane qui va s'imposer dans quelques éléments justement on va dire, pour vendre du produit de terroir. Notamment, donc, vous le voyez avec cette boîte en fer blanc, peinte, avec la catalane sur la mule, les deux catalans derrière, et on va mettre donc cette représentation devant le castillet, et appeler tout ça le vieux Perpignan. Alors je ne sais pas qu'est-ce qu'on vendait là-dedans, puisque évidemment, quand j'ai trouvé cette boîte, il n'y avait plus rien dedans. Y avait-il des rosquilles, je ne sais pas, des bonbons, des chocolats. Et autre élément où on va apparaître la catalane, c'est les fameux cafés de Perpignan, puisque avant le café, c'était pas le café Saint-Louis, c'était le café Misora. Le café Misora, c'était le café de Perpignan, le café qui était torréfié à Perpignan, pas loin d'ici, au niveau des anciens abattoirs, quoi, le quartier du marché de Gros. Et vous aviez donc sur tous les emballages des cafés en grains, la catalane en train de boire son café. Et autre catalane qui apparaît, c'est dans une très belle illustration de la Belle Époque, de Morey, qui est un affichiste, un artiste qui est venu faire la bohème à Perpignan, le pauvre. C'était pas Paris, hein. Mais il a quand même trouvé du boulot avec cette entreprise qui s'appelait la liqueur du Canigou. Donc la liqueur du Canigou, c'est une liqueur faite avec des plantes de la montagne. Et cette liqueur, quoi de plus beau que de la vendre avec cette belle catalane, cette belle roussillonnaise en coiffe, avec son châle à franges et le Canigou derrière elle. Autre élément, l'objet d'étude évidemment pour les artistes, puisque on a des artistes qui ont peint, qui ont dessiné des femmes en coiffe. Gustave Violet, sur cette représentation d'un repas sous la vigne, en quelque sorte, sous la tonnelle, avec la femme qui porte le plat en coiffe catalane, et les ancêtres, les parents, on va dire, qui sont habillés, notamment la femme, comme la tradition catalane, la statue qui se trouve au vestibule de la salle des mariages, mais là c'est vu de dos, la vieille catalane avec son moucadou, son mouchoir de tête. Et à droite, une autre jeune catalane de Céré, peinte par Louis Compagno. Alors je ne sais jamais le dire, Gurmesen Gomila nous a laissé aussi cette très belle vignette datée de 1929 d'une catalane à coiffe en train de prier certainement. Cet artiste est un peu plus connu avec l'exposition sur Jean Lurçat, actuellement au musée Rigaud, puisqu'il a été céramiste et qu'il a travaillé avec Jean Lurçat. C'est lui qui reproduisait les Lurçat sur les poteries de San Vicens. Et à droite, vous avez la catalane de Raymond Sudre. C'est un petit biscuit de 12 cm de haut, un biscuit de la manufacture de Sèvres. Ce biscuit, il a son pendant avec le catalan à la baratine. Le catalan à la baratine, on sait d'où il sort, c'est le catalan, le Muntanyes Regalade du Square. Mais la catalane, peu de gens savent qu'en fait il s'agit aussi d'une autre statue de cette même époque, d'un autre monument. C'était la fontaine de la catalane à la fontaine de Bachas.
Malheureusement, ce monument a disparu, puisqu'il est tombé en... on va dire, il a été cassé petit à petit, et donc comme personne ne voulait le réparer, le restaurer, le maire, un des maires de Bachas a eu l'idée de mettre la fontaine à la décharge. Voilà. Donc, nous avons quand même en souvenir ces biscuits de la manufacture de Sèvres, de ce petit chef-d'œuvre de Sudre. Des catalanes à la coiffe, on va en retrouver aussi chez Aristide Maillol. Aristide Maillol, vous avez ici un paysage de Banyuls, du vieux Banyuls, tout ensoleillé, avec ces deux catalanes, dont l'une à la coiffe. Catalanes qui cherchent l'ombre, vous le voyez, hein, on est en plein été, et donc elles sont là, elles sont en train de faire des travaux d'aiguille, et très certainement, donc, elles déplacent leurs chaises au gré de l'ombre. Donc, vous avez aussi des catalanes donc, représentées aussi dans le livre, notamment le portrait de la tante Lucie, qui est un véritable chef-d'œuvre d'Aristide Maillol, et un autre portrait de femme âgée en coiffe catalane qui est au musée de Céré. Et pour revenir sur Raymond Sudre, vous avez certainement pas remarqué en vous garant à l'hôpital de Perpignan, dans la cour centrale, qu'il y avait une gigantesque sculpture de Raymond Sudre nommée Caritat, la charité, et représentant une jeune catalane à la coiffe, qui est la représentation de l'hôpital, de la charité publique. Enfants, jeunes filles abandonnées, vieillards, donc voilà la charité de Raymond Sudre. Donc un très beau monument qui, effectivement, est très peu connu parce qu'on passe son temps à chercher une place autour de cette sculpture et on ne voit pas la sculpture en fait. Et dernier élément, et on va clôturer la conférence avec ça, c'est la fameuse comtesse de Lazerme, hein, de Picasso avec la coiffe catalane. Paul de Lazerme n'était pas catalane, n'a jamais porté la coiffe catalane, évidemment, et c'est vraiment pour faire plaisir à Picasso, hein, ou à sa demande certainement, que Paul de Lazerme, qui était très belle, va demander à sa bonne des éléments pour reconstituer ce costume. Donc là, nous avons une photo de l'Indépendant représentant Paul de Lazerme au milieu, elle est âgée, Paul Alduy, vous le voyez, Monsieur Barat, homme politique, et Marie-Claude Valaison aussi, l'ancienne conservatrice, et Monsieur Nicolo. Donc les trois tableaux, vous les avez en arrière, représentant Paul de Lazerme en catalane. On va les voir de plus près. Hop. On va en voir deux de plus près, donc l'un au fusain et l'autre avec des couleurs. Voilà. Voilà quand même quelque chose qui nous montre cet élément, cet accessoire, qui n'est pas si accessoire que ça, qui est quand même pour moi important, je ne dirais pas fondamental, non, puisqu'il a disparu quasiment, de l'usage commun, mais important parce qu'il est un signe culturel qui a été très fort, et en même temps aussi c'est un élément du vestiaire féminin. Donc il nous raconte aussi beaucoup de choses sur la féminité, sur la beauté des femmes et sur ce qu'elles ont dû aussi endurer, parce que porter une coiffe tous les jours, c'est aussi, c'est pas forcément facile, et on peut dire qu'elle s'y habituait, comme de porter le corset, mais quand même. On ne peut que remercier les temps modernes d'avoir libéré les femmes. Donc voilà. Le livre donc, est sorti en avril pour la Sant Jordi, 212 pages sur la coiffe catalane. Je ne pensais pas écrire autant sur ce sujet-là, mais en tout cas, ça a été quelques années de labeur
sur, toujours pareil, hein, de l'archéologie finalement, puisque j'ai pas fait de la ressucée de ce qui avait été dit, puisque rien n'avait été dit en fait, ou très peu. Donc il a fallu chercher, comprendre, analyser et inventorier. Moi, c'est un peu mon travail aussi. Je suis aussi chercheur associé du service de l'inventaire de la région Occitanie pour les bijoux en grenat. Mais j'ai toujours cette appétence pour répertorier voilà, tout ce qui m'intéresse et essayer de comprendre, de remettre les choses à leur place, hein, dans la chronologie, dans ce qu'il faut comprendre de tout cela aussi, parce que ce ne sont pas que des belles images, que ce ne sont pas que des témoignages, il y a souvent des choses aussi derrière qui nous amènent à penser justement aux conditions de vie finalement la fierté, parce que je pense que ces femmes, notamment les dernières qui ont porté la coiffe, elles n'auraient jamais abandonné la coiffe. Elles l'ont portée quasiment jusqu'à la mort, parce qu'elles en étaient fières, et c'était les dernières. Donc c'est quand même pour moi une sorte d'hommage à toutes ces femmes qui ont porté la coiffe catalane et qui continuent à la porter aussi. Je remercie Anaëlle d'être venue en coiffe catalane. Anaëlle qui fait partie de mon association, le Temple du costume roussillonné, où l'on essaye de remettre en place une meilleure vision du costume ou des costumes, hein, puisqu'il n'y en a pas qu'un, c'est pas un uniforme, hein, le costume catalan. C'est une évolution, c'est plein de choses. Et du coup, eh bien, si on s'habille en 1900, il faut porter la coiffe comme elle était portée en 1900. Si on s'habille en 1830, eh bien, il faut se faire un chignon ou du rembourrage pour que la coiffe monte, etc. etc. Voilà. Donc, tout ce travail, petit à petit, il est fait. Voilà, on ne sait pas ce qu'il deviendra, mais en tout cas, c'est fait. Merci beaucoup. Merci pour s'il y a des questions. Cette passionnante conférence et brillante. Est-ce que je voulais savoir si vous avez des questions à poser ou des informations sur, bien sûr, les coiffes catalanes. Monsieur. Oui. Simplement revenir sur cette notion de décret. Oui. Il s'était passé quoi là? C'est le protectionnisme. Hein. Ce sont des décrets qui sont protectionnistes. Dans les années 30, vous savez, tout se racornit, on va dire. Du coup, on se dit, bon, mais pour conserver l'industrie française, fermons les frontières, tout simplement. Donc forcément, on a eu aussi des problèmes avec les bijoux en grenat. Enfin, toutes les industries, on va dire, de luxe, de semi-luxe et autres, travaillaient avec l'étranger pour avoir les matériaux, les matières, les pierres, etc. Donc ça va être embêtant. C'est des périodes où finalement on va ouvrir des usines ici de verroterie pour pallier au manque de pierres précieuses. Bon. Quand vous parlez frontières, c'est y compris au niveau local? Non, non, la France. La France. Non, non, nationale. Mais ça a un impact local. Là, on le voit très bien. Oui. Tu as une question? Merci beaucoup Laurent pour cette belle présentation sur un sujet qui m'est étranger, je dirais au sens historique du terme, puisque comme tu l'as dit, en fait, l'historiographie est assez réduite sur ce sujet, et en même temps qui m'est familier pour en tout cas l'éclairage de mes racines que tu as pu me faire découvrir aujourd'hui, donc merci beaucoup. J'avais deux questions si tu me permets, et si Brigitte aussi me le permet. Bien sûr. Merci beaucoup Brigitte. Première question qui concerne, donc tu as montré beaucoup d'iconographie, tu as fait un travail de recherche incroyable à ce sujet-là, mais au niveau des sources documentaires, d'accord, manuscrits, qu'est-ce que tu as trouvé? Et si tu ne l'as pas trouvé, quelles ont été en fait tes limites dans tes recherches, en cherchant par exemple dans les archives départementales, etc. Donc, première question sur la question manuscrite. Et super belle deuxième question que, bon, alors je te poserai après. Oui, commençons par là parce que c'est assez complexe.
Effectivement, il n'y a pas grand-chose. Même dans les archives, dans les fonds d'archives, ben oui, on trouve des coiffes, mais peu détaillées, dans les inventaires après décès, dans les inventaires de dot, etc. Mais plus on quitte le XVIIIe siècle pour aller jusqu'au XXe, plus ça se rétrécit aussi, c'est-à-dire que les inventaires ils sont de plus en plus laconiques. Autant au XVIIIe siècle, on va inventorier une corbeille dans l'armoire en haut avec 3 rubans, autant en 1850, on commence à dire qu'il y a 3 coiffes usées, moches et qui ont peu de valeur. Il y a un manque de précision hein, dans ces choses-là. C'est aussi, ce sont des petits métiers, parce qu'on voit bien que sur certaines photos, les coiffes étaient vendues dans des magasins, on les voit dans les vitrines. Donc ces coiffes, elles étaient fabriquées avec des bandes de dentelle, donc il fallait les coudre. Il fallait les coudre et il fallait donc tout un savoir-faire. Autre chose, au niveau aussi de la façon dont elles étaient entretenues, on a très peu de renseignements et là on est vraiment aussi dans de l'archéologie. On a un article de M. Azaï dans le bulletin des amis de la Casa Peyral qui nous indique par l'enquête qu'il a fait auprès de ses tantes et autres grands-mères de la famille, qu'elle démontait les coiffes, les bonnets, pour les repasser, enfin pour les laver d'abord et pour les repasser. Et ce repassage, nous dit-il, il nous montre d'ailleurs un ustensile que moi je n'ai jamais retrouvé. C'est une planche ronde avec des picots métalliques sur lequel on mettait la coiffe et comme elle était humide et amidonnée par dessiccation, on va dire, hein, en séchant, elle se repassait toute seule. C'est-à-dire les fils, voilà, ça tirait et on n'avait pas besoin de la repasser comme ça. C'est assez étrange parce que quand on retrouve beaucoup, hein, quand on nous donne des coiffes par exemple, on nous en donne de temps en temps, l'association, beaucoup de coiffes sont effectivement démontées avec le ruban blanc qui est tout autour, encore dans la coulisse, de manière à pouvoir le remonter ensuite. Mais elles sont toutes de tailles différentes. Donc j'imagine mal un seul ustensile avec les picots, parce que en fonction des époques, les coiffes peuvent doubler de volume. Mais bon, voilà. Donc effectivement, c'est très 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 compliqué et il faut aussi aller regarder ailleurs, dans les autres régions, essayer de comprendre les choses de cette manière-là. Et faire aussi un peu de l'archéologie. Je voulais, bon, mais j'ai pas eu le courage, mais un jour je le ferai, vous montrer comment je suis arrivé à comprendre, moi, comment on pouvait repasser une coiffe, le bonnet de la coiffe, d'une manière simple, sans faire de bêtises, c'est-à-dire là aussi par dessiccation, c'est-à-dire à l'assiette. Donc en gros, vous lavez votre bonnet de coiffe, donc vous le pressez en quelque sorte avec un tissu, un textile pour absorber l'eau. Ensuite, vous amidonnez. Aujourd'hui, on amidonne avec amidon Robin au pchit, là. Et ensuite, moi, ce que j'ai inventé, par rapport à ce qu'a disait Azaï, etc., c'est de garder justement la coiffe telle qu'elle, mais de la faire sécher sur une assiette. De manière à lui donner sa forme avec l'amidonnage. Mais je me suis rendu compte que si on amidonnait direct sur l'assiette, ben, la coiffe se collait à l'assiette. Donc, il a fallu inventer l'assiette recouverte d'un sac en plastique retourné pour pas que les inscriptions collent à la coiffe. Genre le sac blanc, le petit sac blanc qu'on donne à la pharmacie. Vous voyez, des sachets blancs, quoi, des sachets blancs en plastique. Et ça, ça marche. En tout cas, c'est comme ça que je fais. Donc, j'invite tout le monde qui voudrait faire ça à le faire. Deuxième question. Oui,
Attends, il finit. Juste ma deuxième Oui. question, très rapide. Tu as parlé justement de la naissance, ou en tout cas des premières traces que tu avais de la coiffe à travers un portrait du XVIIIe siècle. Oui. Mais est-ce que tu as pu remonter plus dans le temps pour savoir en fait quelles étaient les prémices de cette coiffe? Alors, très certainement qu'il y a quelque chose de très religieux aussi, peut-être aussi romain. Et où est-ce que tu es remonté, au niveau de la bibliographie en tout cas, pour essayer de comprendre dans quel espace et dans quelle culture est née la coiffe, en tout cas le fait de porter quelque chose. Oui. Alors, bon, moi je suis parti du principe que ces coiffes blanches se généralisaient partout en France sous Louis XVI. Donc on avait très certainement l'influence de Marie-Antoinette qui casse les codes du costume de cour pour faire la paysanne dans son petit manoir, sa petite laiterie, etc. Donc l'aristocratie s'en empare aussi. Les femmes se libèrent aussi un peu, mais on a toutes ces coiffes blanches, dentelles, linon, brodées, etc., qui apparaissent vraiment comme quelque chose de très à la mode sous Marie-Antoinette, on va dire. Donc, mais effectivement, c'est la coiffe catalane. Pour moi, c'est ça l'embryon de la coiffe catalane telle qu'on la connaît aujourd'hui. Par contre, Denis Fontaine m'a donné donc un renseignement. Denis Fontaine, il travaille aux archives départementales et il a trouvé un document exceptionnel du début du XVIIIe siècle d'une ménestrale, donc d'une femme d'artisan, qui veut, dans ses dispositions testamentaires, mais en plus c'est rajouté dans la marge, donc vraiment elle appuie, hein. Elle dit « Je veux me faire enterrer avec la coiffe de ménestrale ». Donc, déjà, alors moi je ne sais pas ce que c'est qu'une coiffe de ménestrale, on n'a aucune iconographie, mais en tout cas, elle y tient. Et je pense que là aussi, il faudrait travailler sur ces ménestrales de Perpignan, parce que c'est là aussi une sorte de classe qui fait un peu la mode, puisque ce sont les artisans. Dans les artisans, il y a les bijoutiers, les orfèvres, et il y a aussi les couturiers. Donc c'est eux qui sont propices à faire une mode locale. Et donc c'est très intéressant, et je pense que la coiffe, elle a toujours été portée, des coiffes ont toujours été portées par les femmes, forcément, et plus on va dans le 16e, dans le 15e, dans le 14e, plus ces femmes sont obligées de porter des coiffes. C'est impensable de ne pas porter de coiffe dans ces époques-là. Mais quelle coiffe? Et est-ce qu'on peut la rattacher à la coiffe catalane? Je ne pense pas. Maintenant, pourquoi pas? Après tout, hein, moi j'ai livré ce que j'en pensais, mais si on me contredit, et qu'on me contredit avec des bons arguments, eh bien, je serais très content. Parce que ça voudra dire qu'on a fait de belles découvertes. Ouais. Madame Belair. Merci. Je voudrais savoir, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est de voir, en tant que femme, que la coiffe catalane est pratique à porter. Et par analogie avec, à la même époque, il y a des territoires français où les coiffes sont handicapantes pour les femmes. Alors, j'ai bien apprécié justement la petitesse, même si c'est difficile à mettre successivement, mais c'est intéressant de voir qu'elle n'est pas codifiée d'une façon d'être une sorte d'esclave. Oui, ça m'a intéressé. Et alors, je vous pose la question, par analogie, les coiffes, bien sûr, les femmes étaient coiffées, elles ne sortaient jamais dans la rue sans être coiffées. Ma grand-mère était toujours coiffée, pas forcément de coiffe catalane, mais elle était coiffée. Elle ne sortait pas tête nue, comme elle dit. Bien sûr, oui. Eh bien, si vous voulez, quelles étaient les coiffes, par exemple, limitrophes, dans l'Aude, à l'Ariège? Est-ce qu'elle avait une similitude? Parce qu'on ne peut pas parler les corps bretonnes, c'est vraiment... Oui, tout à fait. Est-ce que celle qui était près de chez nous était un peu
dans le même Alors, état d'esprit. c'est intéressant. Oui, Est-ce oui, que oui. vous avez fait des analyses sur la femme et la coiffe en France Oui, et oui, en oui, oui. particulier? Bon, bien sûr que quand on travaille sur la coiffe, on essaye de se documenter sur tout ce qui est sorti récemment sur les coiffes de Bresse, de Bretagne, de Provence et autres. Mais par contre, effectivement, la coiffe narbonnaise est très proche, à mon avis, de la coiffe perpignanaise à la même époque sous Gamelin. Et il faut se rendre compte que Perpignan, à la Révolution française aussi, perd énormément de vieux habitants, on va dire, hein, tous ceux qui sont liés à la royauté, qui vont partir en émigration et se remplir de languedociens. Bon, M. Pétavy a montré que la Catalogne et Barcelone aussi, hein, durant le XVIIe, le XVIIIe siècle, etc. Mais c'est vrai qu'on a aussi ces apports-là, que peut-être la coiffe catalane ne viendrait pas forcément de Saint-Paul-le-Fenouillet, mais serait aussi dû à une appétence, hein, des femmes venant de Narbonne, de Béziers, de Carcassonne, ici, vivre à Perpignan et apporter de la nouveauté. Et cette nouveauté être adaptée par les Roussillonnaises du Cru. Pourquoi pas? C'est difficile à dire, mais je pense qu'il y a quand même des apports. Et que de toute façon, on le voit ne serait-ce que dans la langue, hein, le roussillonnais, hein, même si ça porte beaucoup à débat, mais dans le roussillonnais, eh bien, il y a beaucoup de mots occitans, il y a beaucoup de choses qui sont des tournures aussi plus occitanes que catalanes, par cet apport justement. Hein. C'est pas simplement qu'ils sont à côté, qu'il y a la frontière, non. C'est parce que beaucoup de gens sont venus travailler ici. Hein. Regardez, les Foncarny, c'est pas d'ici. C'est de l'Ariège. Mais on en trouve dès le XIVe siècle à Perpignan, des Foncarny. Parce que il y a le col de Jaux, et par Mossette, ils viennent travailler. Les bergers aussi, ils font des centaines de kilomètres pour aller d'un côté à l'autre avec leurs moutons. Donc forcément, il faut se comprendre, etc. Au niveau de la mode, je pense qu'il y a aussi cet apport-là dû à ces changements très forts qu'il y a eu à la Révolution française et qui ont été aussi démontrés par Sylvain Chevauché, président de la SASL, sur justement ces changements les hôtels particuliers de Perpignan qui sont morcelés, etc. Donc tout ça, c'est vraiment, je pense qu'il y a un gros changement culturel qui va se passer à la fin du XVIIIe siècle, à la Révolution française, ici en Roussillon, et notamment à Perpignan, puisque Perpignan, il faut se dire aussi que, en tant que cité d'un territoire, que capitale d'un territoire, Perpignan fait la mode. Hein, la coiffe catalane, on a toujours l'impression, à cause de ce transfert avec les musées d'art et tradition populaire, les musées de société, que finalement tout ça c'est du monde paysan. Mais non. D'abord, c'est fait ici, c'est les grisettes qui font la mode. Et ensuite, ça se diffuse dans le monde paysan. C'est comme les retables. Hein. Aucun retable, enfin aucune fabrique d'église, par exemple, n'a voulu faire le retable d'Espouzouille. Enfin, à l'identique du retable d'Espouzouille pour Perpignan. C'est toujours le contraire. C'est toujours, on est venu à la procession à Perpignan, on a vu le magnifique tabernacle chez les jésuites, et on veut le même. Parce que ça nous est apparu comme quelque chose de très moderne, de très à la mode. Donc vous voyez, c'est au niveau de notre conception encore aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que toutes ces choses-là, d'art et tradition populaire, sont des choses des campagnes. Et on l'a eu aussi ici avec le Castillet, qui nous montrait uniquement un Roussillon rural. Alors que le Castillet aurait dû nous montrer un Roussillon rural et urbain. Et chose encore plus étrange, c'est que le musée des arts et traditions populaires de Perpignan, tel qu'il a été conçu par Deloncle et par Georges-Henri Rivière, aurait dû être départemental. Dans ce cas-là, effectivement, cette vocation de
terroir de ruralité était tout à fait conforme, mais Louis Noguer mourant, c'est la ville de Perpignan qui récupère le dossier. Donc il crée le musée des arts et traditions populaires dans le Castillet, avec une collection qui aurait dû être une collection de société et de territoire dans une ville, dans un monument de ville, ce qui est assez contradictoire. Mais c'est tous les idéaux justement sur les arts et traditions populaires, enfin ce qu'on en perçoit encore aujourd'hui, ce qu'on nous a inculqué, n'arrive pas à admettre que beaucoup de choses sont faites dans les villes, parce que les tissus ne se font pas forcément à la campagne, notamment les tissus de mode. Les indiennes, par exemple, les fabrications de tissus imprimés, même des tissus populaires, ils se sont faits ici en Roussillon, chez Vimormeau, de l'autre côté, là, au Quai Vauban, en 1840. Hein, des tissus qui s'appelaient des salipèbres, c'est-à-dire des tissus grisâtres, d'où les grisettes d'ailleurs, hein, pour travailler, pour ne pas se salir de suite, hein, pour pouvoir ne pas laver les choses tous les jours. Ouais. Cette coiffe que je trouve intéressante parce qu'elle donne la liberté à la femme, alors que d'autres coiffes ne donnent pas cette liberté, je voudrais vous demander, vous le conférencier qui avez cette étude, est-ce que vous trouvez que c'est flatteur pour une femme? Moi, je suis, en tant que femme, je ne trouve pas que c'est aussi flatteur que on le croit. Voilà. Anaëlle, est-ce que c'est flatteur? Il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas d'embellissement. Ah ben, il y en a eu en 1860, voilà, avec la coiffe parée, mais en tout cas, bon, c'est toujours pareil, hein. Quand c'est flatteur, c'est un régionaliste qui fait de la poésie. Oui, donc, qui transcende quelque chose qui est en train de mourir. Donc évidemment, ces coiffes forment une auréole sur la tête de ces femmes. Vous voyez, enfin, il y a toujours ce mythe, hein, de la coiffe et de la coiffe blanche enneigée comme les neiges du Canigou aussi. Hein, on retrouve toujours cette chose-là, hein, sur la coiffe du Canigou et la coiffe féminine, avec la neige éternelle. À l'époque, on avait toujours la neige au Canigou. Mais pour moi, c'est effectivement plus saillant que d'autres coiffes. Peut-être c'est plus pratique aussi parce que les femmes ici, je pense que c'est un territoire, mine de rien, on peut dire qu'ici, ben, il y a du soleil, c'est un pays de cocagne, mais moi je trouve qu'il y a encore... Enfin, c'est un territoire qui montre encore que c'est pas gagné pour les femmes. Donc elles ont dû se débrouiller. Donc avoir une coiffe finalement qui ne les gêne pas trop dans les actes de la vie, ça s'est fait parce que c'est culturel, quoi. Parce que c'est aussi culturel dans le sens pratique et obligatoire, quoi. Parce que sinon, vraiment, moi je pense qu'elles ont... elles n'avaient pas la vie facile. Et encore aujourd'hui, hein, je vois des fois des dames d'un certain âge qui... Une fois, ça m'a scotché, hein, sur la place des Poilus, une dame d'un certain âge qui sortait les parasols de la terrasse d'un café. Je me dis, waouh, pauvre femme, enfin, c'est pas elle, enfin, ou en tout cas, il faut... Enfin, mais pourtant, personne ne dit rien et trouve ça normal. Moi, ça m'a étonné, mais je pense que c'est révélateur quand même d'une dureté, hein, par rapport à la vie qu'elles ont toujours eue, hein, ici, les femmes du peuple, hein, évidemment. Oui. Une question, est-ce que c'est possible d'identifier à peu près la période d'une photo par rapport à la tenue d'une personne? Oui, oui, tout à fait. Tout à fait, oui, oui, oui. Oui, oui, les modes, c'est très clair, hein. Bon, quelques années près, évidemment, mais effectivement.
On peut identifier facilement entre les années 20, les années 30, 1900, 1910, les jupes commencent à raccourcir. Bon, voilà, tout ça c'est Plus ancien aussi. plus ancien aussi, oui, 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 tout à Je fait. dis ça parce qu'on a retrouvé dans Oui. la famille une photo ancienne Mhm. de famille et Oui. on n'arrive pas à localiser à peu près alors que Mhm. la femme porte cette fameuse... Mhm. ce fameux- Oui, oui, bah, écoutez, si vous l'avez scanné ou photographié, voilà, vous l'envoyez, je vous dirai ce qu'il en est et ce qu'on peut en analyser. Ouais. Parce que Mhm. en fait, je vois sur cette photo là que j'ai ici que c'est pas du tout la même coupe que ça. Mhm. C'est possible, oui, oui, parce que là, c'est vraiment la coiffe qui tombe vraiment en arrière sur la nuque, alors qu'auparavant, bon, elles étaient plus... Là, c'est vraiment ajusté. Mhm. C'est très ajusté sur le. Mhm. Ok. Alors, Jacques. Oui, ce que je voudrais dire, c'est qu'il n'y a pas eu que ici qu'on a été influencé, mais nous aussi on a influencé. Et je voulais parler des arts et traditions populaires. Moi j'habitais donc au Sablon de Neuilly et j'allais très fréquemment au musée des arts et traditions populaires qui était extrêmement bien documenté. Et il y avait notamment la reconstitution d'une coble avec tous les instruments, chose qu'on a perdu complet. Et alors, c'est ce qui s'est passé, c'est que ce musée a été démantelé. Et c'est parti, on ne sait où. Alors, le problème de notre problème, c'est que nos œuvres foutent le camp même à l'étranger. On a aux États-Unis bon, des chapiteaux encore, qu'on n'a pas récupérés. Alors que, disons, ce qui serait fondateur, c'est qu'on allie la tradition au terroir. Qu'on ne les dissocie pas. Donc là, on pourrait peut-être progresser parce qu'on retrouverait des choses qui ont été dispersées, y compris en matière de coiffe, dans d'autres régions ou même à l'étranger. Voilà. Oui. Oui, je pense que ce que tu veux dire aussi, bon, le Musée national des arts et traditions populaires a été démantelé, enfin, est parti à Marseille. C'est le MUSEM aujourd'hui. Donc il a gagné en vocation, hein, il a étendu son champ d'études et forcément la France est un peu moins intéressante actuellement. Alors que le MUSEM a une collection de coiffes énormissime et rien que ça c'est incroyable. Donc, mais moi ce que je voulais dire par rapport à cette notion de terroir, c'est que souvent on a associé terroir à ruralité. À quoi? À ruralité, Ah oui. alors que c'est les deux. C'est les deux. C'est vrai qu'on s'est peu soucié de conserver des choses vraiment... par exemple, les portraits, nous on collectionne, hein, les portraits de Catalane, tiens, vous allez en voir là, hop. Voilà, les portraits de Catalane. Mais finalement, ça c'est bien pour Laurent Foncarny, pour son association, mais pour le Musée des arts et traditions populaires de Perpignan, pourquoi ne pas avoir gardé aussi les portraits de bourgeoises sans coiffe? Elles ont vécu ici, elles étaient aussi catalanes que celles qui portaient la coiffe. Oui, elle mettait quelque chose sur la tête. Certainement. Mais en tout cas, pour les portraits, elles étaient sans coiffe. Mais donc, il y a toujours eu des choix. Des choix de se dire, ah ben voilà, parce que celle-là, au moins, elle est catalane, puisqu'elle a la coiffe. Mais du coup, ça différencie et ça voudrait dire que finalement, les classes dirigeantes n'auraient pas été catalanes. Jules Pams n'aurait pas été catalan? Je pense que si, quand même. Si c'est un grand homme politique roussillonné, c'est bien Jules Pams. Et son épouse, enfin voilà, des gens comme ça ne rentrent pas dans la grille de musée d'art et tradition populaire. C'est dommage parce que pour moi, il faut globaliser ces choses-là et la ville est un moteur. Un moteur et un catalyseur de beaucoup de choses. Et ensuite, ça se diffuse dans les campagnes. Après que les campagnes gardent la chose, c'est autre, enfin c'est normal.
Hein, la tradition, tout ça, c'est plutôt les campagnes, effectivement. Mais la ville, quand même, est aussi intéressante, sinon plus, finalement, et aurait pu être plus étudiée, hein, dans ces musées de société. Parce qu'on a l'impression que finalement, un musée de société, imaginons la société nord-catalane, eh bien, on exclut Perpignan. Parce que c'est une ville, et parce que c'est pas rural. Je sais pas. C'est dommage, voilà. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était... Il y avait ces différenciations qui ont donné cette image, finalement, de tout de ce travail sur la coiffe catalane, qui ne serait que paysan, alors qu'on voit bien que les jeunes filles qui sont en robe à tournure, ben, elles ne gardent pas les vaches. Hein. Non, peut-être que la modernité n'est pas traditionnelle. Donc à ce moment